Et voilà, nous sommes donc en direct pour ce nouveau numéro de Questions Pays. Bienvenue. Alors la deuxième consultation référendaire qui s'est tenue hier dimanche a livré ses résultats. Elle a été marquée par une forte mobilisation sur l'ensemble du territoire, plus de 4 points et 3 points de plus en faveur du oui à l'indépendance, 46-74 contre 43-3 en 2018 et 53-26 contre 56-7-74 en 2018 pour le non. Vous avez pu entendre et voir depuis hier et ce matin sur nos différentes antennes les réactions et analyses des différentes formations politiques et des experts. Ce midi, nous donnons la parole aux représentants de la société civile, leurs réactions et leurs analyses et comment perçoivent-ils l'après-référendum. Ce midi, avec nous, nous avons Valérie Zaoui, deuxième vice-présidente du MEDEF et présidente de l'Association des femmes chefs d'entreprise. Sonia Tonia, qui est présidente de l'Union des femmes francophones, André Forest, président de l'USTKE, et je tiens à préciser que nous avions sollicité le premier syndicat du pays, en l'occurrence le SOINC, qui a décliné notre invitation, Hippolyte Sinewami Tamomo, porte-parole. Nous sommes donc en direct pour ce nouveau numéro de Questions Pays. Bienvenue. Alors la deuxième consultation référendaire qui s'est tenue hier dimanche a livré ses résultats. Elle a été marquée par une forte mobilisation sur l'ensemble du territoire, plus de 4 points et 3 points de plus en faveur du oui à l'indépendance, 46-74 contre 43-3 en 2018 et 53-26 contre 56-7-74 en 2018 pour le non. Vous avez pu entendre et voir depuis hier et ce matin sur nos différentes antennes les réactions et analyses des différentes formations politiques et des experts. Ce midi, nous donnons la parole aux représentants de la société civile, leurs réactions et leurs analyses et comment perçoivent-ils l'après-référendum. Ce midi, avec nous, nous avons Valérie Zaoui, deuxième vice-présidente du MEDEF et présidente de l'Association des femmes chefs d'entreprise. Sonia Tonia, qui est présidente de l'Union des femmes francophones, André Forest, président de l'USTKE, et je tiens à préciser que nous avions sollicité le premier syndicat du pays, en l'occurrence le SOINC, qui a décliné notre invitation, Hippolyte Sinewami Tamomo, porte-parole du Sénat coutumier, qui devrait venir s'installer à côté de moi, et qui n'est toujours pas arrivé, et nous l'attendons en cours d'émission, et Ricardo Poaoui, intervenant artistique. Mesdames et messieurs, bonjour, et merci d'être avec nous ce midi. Bonjour. 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 Alors, au lendemain du deuxième référendum, dans quel état d'esprit vous trouvez-vous ce matin ou ce midi en honneur et dame? On commence par vous, Valérie Zaoui, deuxième vice-présidente du MEDEF. Oui, bonjour. Alors effectivement, les résultats sont tombés hier. Ce matin, ce que nous pouvons dire, c'est que la Calédonie est française ce matin. Mais le monde économique reste très inquiet face aux années à venir. On a beaucoup d'incertitudes devant nous et tout ça dans un contexte de crise sanitaire mondiale. Donc le climat n'est pas forcément très rassurant. L'incertitude dans le monde économique, c'est un problème. Donc je reviendrai dessus tout à l'heure. Mais voilà, nous sommes dans une période un peu particulière. Sonia Tonia, présidente de l'Union des femmes francophones. Oui, ce matin, donc c'est avec sérénité qu'on s'est levé pour rejoindre notre travail. On pourrait donc se féliciter du taux de participation et la mobilisation, une grande mobilisation pour décider de l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. À côté de vous, André Forest, président de l'USTKE. La même question. Dans quel état d'esprit après ce deuxième référendum dont les résultats sont tombés hier soir? Oui, le premier constat, c'est d'abord donc la participation. Donc, ça augure une bonne représentation de la démocratie, même s'il y a encore beaucoup de choses à dire sur la composition du corps électoral. Après, bien entendu, la satisfaction elle est de mise quand on constate les résultats, donc notamment la progression quand même significative du oui, qui avoisine à peu près les 4%. C'est encourageant parce que derrière tout ça, c'est toute une mobilisation, notamment au niveau de la jeunesse du pays, qui s'est fortement investie et a créé cette dynamique. Et peut-être que également les résultats sont à la hauteur des espoirs qui étaient placés, vu que le mouvement indépendantiste, dans sa globalité, s'est engagé en faveur du oui. Et je parle notamment de l'implication du Parti travailliste, du MNSK, et bien entendu de l'USTKE, qui s'est prononcé ouvertement à l'occasion de son comité directeur, bureau élargi,
et avec le communiqué en finale qui a fait l'objet juste avant le début des élections. Ricardo Pouaoui, je vous ai présenté comme intervenant artistique. Vous faites aussi partie du Syndicat, le syndicat des artistes, justement, qui avait pour but de fédérer tous les artistes du territoire, qui a été créé en mai dernier. Première réaction du monde artistique? D'abord, je veux dire bonjour à tous les auditeurs d'NC Première. Je vous en prie. Et puis, je veux juste vous dire que ce matin, ce fameux jour d'après, moi, je me suis réveillé ce matin du côté de Ouattom. Les Kagou, ils chantaient, les Noto, ils chantaient. C'était cool. Pour porter la parole des artistes, je veux dire que dans l'ensemble, on est satisfait parce que, voilà, le travail, il reprend. Et puis, il y a encore un grand travail qui nous attend. Mais moi, personnellement, je veux déjà parler pour moi à la maison. La région de la Foi, tout ça, tout s'est bien passé. Et puis, on ne s'inquiète pas parce qu'on attend et le travail est devant nous. Il y a un champ à débrousser, on va le faire. Valérie Zaoui, vous le disiez déjà, vous avez relayé l'inquiétude du monde économique. Le MEDEF, c'est 1300 entreprises sur le territoire. C'est une inquiétude au sortir de ce deuxième référendum? Alors il y a deux choses. Déjà, le chef d'entreprise, il est habitué à rebondir. Il est habitué à être agile et on l'a vu cette année, on a dû déjà faire preuve d'énormément d'agilité. Donc ça ne va pas changer. Aujourd'hui, on est dans nos entreprises, nos salariés sont là, tout le monde est au travail, donc voilà, on va continuer à travailler. Maintenant, l'incertitude, elle est forcément là parce que oui, nous ne connaissons pas les règles du jeu pour demain. Et comment voulez-vous aller voir votre banquier demain pour présenter un projet sur 10 ans, sur 15 ans, si vous ne savez pas à quelle sauce vous allez être mangé dans 2 ans? Donc c'est là qu'on a vraiment une crainte. On a une crainte aussi parce que nos clients, certains partent. Ce matin, j'ai eu une dame au téléphone qui était paniquée, qui voulait arrêter tout de suite son contrat parce qu'elle avait peur, etc. Donc effectivement, si nos clients partent ou si des chefs d'entreprise quittent le territoire, on va avoir un appel d'air qui va être négatif pour l'ensemble de la population calédonienne. Parce que si les gens perdent leur travail, on va avoir une crise vraiment exceptionnellement dure à traverser tous ensemble. Est-ce à dire que les politiques, en tout cas les différentes formations politiques qui ont fait campagne lors du référendum et qui ont évoqué justement la crise économique ne vous ont pas rassuré? En tout cas, ce qu'ils ont proposé? Je pense que ce n'est pas nous, chefs d'entreprise, qui n'ont pas rassuré, c'est qu'ils n'ont peut-être pas suffisamment touché les Calédoniens. Est-ce que les gens qui ont fait un vote tellement dans l'affect peuvent entendre ce discours? Je ne sais pas. Mais je pense qu'il faut avoir aussi un discours réaliste et qu'effectivement, on a une CAFAD qui est déjà à l'agonie. Si demain, l'emploi est percuté de plein fouet, qui remplira les caisses? Et ça, je trouve que c'est une réalité qu'on a encore du mal à bien peser aujourd'hui. Des entreprises justement qui emploient plusieurs salariés, vous représentez donc les intérêts des salariés André Forest. Est-ce que cette inquiétude aussi est répercutée au sein de vos adhérents, se répercute au sein de vos adhérents? Ouais, d'abord, je ne suis pas le seul représentant de salariés. Vous disiez tout à l'heure en début que la principale organisation a décliné l'invitation. J'en connais pas les raisons. Moi, ce que je peux dire, c'est que je veux dire, la campagne de la peur, il faut arrêter, quoi. Je veux dire, on a entendu des vertes et des pas mûres durant cette campagne sur les retraites, sur les allocations familiales, sur l'aide médicale, etc. Donc, mais est-ce que selon vous, les inquiétudes et les craintes du monde économique sont justifiées aujourd'hui? Non, pas du tout, pas du tout. Je veux dire, bon, ce matin, le monsieur disait tout à l'heure, il s'est réveillé ce matin, puis voilà, les Noto ont chanté. Je pense que les Kagou ont chanté également, donc habituellement c'est plutôt les Kagou qui chantent avant. Donc non, voilà, je veux dire, qu'il faut dédramatiser tout ça. Je veux dire, la campagne du non, elle a tellement effrayé les gens qu'aujourd'hui ça se répand sur le tissu économique notamment. Et moi je dirais à Madame Zaoui, parce que bon, on a l'habitude de se côtoyer au sein du Conseil du dialogue social, qui est l'instance quand même où on discute, ça porte bien son nom. C'est un espace. Voilà. On a toujours eu des discussions intéressantes sur les problématiques qui se posent au niveau de l'économie du pays, questions de salaire, questions de formation, toutes les questions d'hygiène, de sécurité. Donc ces problématiques-là ont toujours été évoquées sereinement. Donc pourquoi aujourd'hui, voilà. Je veux dire, l'accord de Nouméa, il a inscrit une trajectoire qui suit son cours,
les politiques, je veux dire, décideront, je veux dire, comment ils comptent prolonger ces trajectoires dans les négociations, dans les bilatérales avec l'État ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, nous, dans le monde socio-économique, nous avons toute la sérénité. Je veux dire, les entreprises n'ont pas, je veux dire, n'ont pas à s'inquiéter. Je veux dire, de quoi s'inquiéteraient-elles? Je veux dire, voilà, aujourd'hui, voilà, ce matin, on s'est levé, puis voilà, tout le monde a bu son café, tout le monde est parti au travail. Parce que nous, bon, c'est vrai que cette journée d'aujourd'hui, en tout cas moi me concernant, je me trouve revigoré par le vote du oui. Voilà, c'est simplement la différence qui est pas trop nos clients, pas trop nos clients. Souci. Valérie Zaoui. Sonia Tonia, présidente de l'Union des femmes francophones, une structure régionale comprenant la Polynésie française, le Vanuatu, Wallis et Futuna. En Nouvelle-Calédonie, vous le disiez, vous rassemblez 600 femmes environ, issues de classes sociales différentes, de communautés et sensibilités politiques. Comment les femmes ont-elles appréhendé ce rendez-vous lié à l'avenir institutionnel du pays? Vous les avez appelées justement à voter. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Donc l'Union des femmes francophones en 2019 a déclaré donc sa plateforme régionale avec la Nouvelle-Calédonie qui présiderait donc la structure régionale sur 3 ans. Nous avons effectivement donc axé notre travail sur les 3 prochaines années sur l'accès des droits des femmes et leur application dans chaque pays qui appartient donc à l'Océanie francophone. Je disais donc tout à l'heure sereinement, pourquoi? Parce que nous avons déjà sensibilisé donc les femmes qui appartiennent à notre organisation sur leur engagement concernant donc leur implication dans le changement de leur propre pays. Donc il s'agit de la situation de la Nouvelle-Calédonie avec une succession de référendums. Donc nous avons déclaré au mois de septembre, août-septembre, peut-être septembre, que nous engageons donc les 92 000 femmes à se prononcer, à se saisir de cet outil de développement qu'est le vote, ce droit, pour contribuer au changement de leurs conditions. Voilà. Vous nous direz tout à l'heure quels sont les changements que vous espérez intervenir dans notre société. Vous l'avez vu, et pour la radio, entre-temps, nous avons retrouvé, ou plutôt, nous avons le porte-parole du Sénat coutumier, qui est Hippolyte Sinewami Tamomou. Bonjour. Bonjour et merci de nous avoir rejoints entre-temps. Alors la même question qu'à votre autre invité de cette émission. Dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui au lendemain de ce 2e référendum? On est à peu près... je veux dire qu'on est serein par rapport aux résultats surtout. On constate surtout qu'il y a toujours ces 2 blocs là qui nous fait un peu un malaise en fait en tout cas. Mais sinon, très confiant parce que surtout salue aussi la participation, la mobilisation des jeunes aussi. Des jeunes qui ont pris leur avenir en main en tout cas. C'est surtout ça en fait notre position. En fait. Pendant la campagne, le Sénat coutumier est plutôt resté discret. On l'a pas entendu. Vous n'aviez rien à dire? Discret, c'est-à-dire que nous on reste surtout neutre dans tout ça. Parce que, comme je le répétais à chaque fois, là, au niveau de nos chefferies, il y a les loyalistes comme des indépendantistes, donc on peut pas nous se prononcer sur le référendum en tout cas, en sachant quand même que chacun a son parti pris, quoi. Alors vous êtes tous autour de cette table des citoyens du territoire. Est-ce que vous avez suivi, je vous vois secouer la tête, les citoyennes. Valérie Zaoui. Voilà. Vous n'êtes pas citoyenne du territoire, mais est-ce que vous avez suivi la campagne qui s'est déroulée pour ce référendum? Je veux dire, les personnes qui n'ont pas pu voter hier sont pour la plupart très impliquées dans la vie économique et sociétale de la Nouvelle-Calédonie. Donc elles vivent ça de manière profondément injuste, évidemment, même si on peut comprendre tout un tas de motivations, ça reste une grande frustration pour toutes ces personnes, effectivement. À côté de vous, oui, Ricardo Poidoui. Nous, on suit ça, on essaie toujours d'être dans notre travail, hein, parce que nous, on intervient au niveau des écoles, on intervient au niveau du COINS, on intervient au milieu hospitalier.
Donc la politique, on la suit, mais quand on arrive dans notre travail, on fait abstraction de ça et puis on amène la culture. Voilà. Mais pour vous-même, est-ce que vous l'avez suivi? Moi, personnellement, oui, je l'ai suivi. Moi, je prononcer, moi j'ai voté pour oui, parce que voilà, je suis un garçon d'ici, je suis métis. Mes ancêtres, ils viennent du Jura, du côté de ma mère, et puis mon père, il est d'ici de Watom. Voilà. D'accord. Donc la parole de... excusez-moi, Ricardo Poiwi. À côté de vous, Tonia, est-ce que vous avez suivi cette campagne? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous avez justement incité, puisque vous avez appelé les femmes à se prononcer lors de ce référendum, à suivre cette campagne et pouvoir se faire une opinion, se forger une opinion, en écoutant les uns et les autres de chacun? Oui, donc concernant la campagne, bien sûr qu'on a été attentive à tout ça, hein. À tous ces messages. On s'est rencontrés régulièrement pour se poser et encourager, donc insister pour que chaque femme choisisse le projet qui va intégrer, qui va amener donc le changement de sa situation. Je m'explique, on sait très bien que le processus, il est irréversible. Donc, on revient sur la façon de dire qu'il y aura 2, 3, 4. Parce qu'au troisième, qu'est-ce qui se passera? Mais en tout cas, donc, ce qui a été construit en matière de droits des femmes ici, il est irréversible. Ce que nous avons à faire, c'est de se réunir pour continuer à améliorer ce qui a déjà été fait en 30 ans. Et réduire surtout les inégalités entre nous, les femmes. Entre nous, d'abord les femmes, et entre les femmes et les hommes. Donc, on est allé aussi beaucoup plus loin dans la réflexion concernant donc les mécanismes qui pourraient donc faire améliorer notre condition, c'est-à-dire les institutions, le droit politique. Pourquoi est-ce que, par exemple, en matière d'application de la loi sur la parité, hein, qui a donc poussé donc les femmes aux manettes des commandes, elle s'est subitement donc arrêtée. Et n'est pas à l'élection directe et puis parce que nos institutions, elles ont besoin aussi d'être toilettées. Et c'est le constat de notre atelier d'août 2020 et c'est pour ça qu'on s'est prononcé publiquement pour soutenir donc chacune des femmes, qu'elles soient d'ici, d'ailleurs, mais en tout cas donc qu'elles prennent l'engagement de travailler dans le sens de changer, d'apporter le changement pour améliorer donc la condition des femmes ici. Et à tous les niveaux, hein. Là, je suis contente de rencontrer donc le secteur économique et puis les gens qui œuvrent dedans tous ces secteurs. Et en matière de droit du travail, il y a énormément de choses encore à mettre en place pour changer la situation des femmes ici en matière de droit du travail. Alors je poserai la question à André Forest et également à Hippolyte Sinewami Tamoumou. Comment vous le percevez, vous, ce combat des femmes à l'heure où la Calédonie doit se prononcer sur son avenir, institutionnel? André Forest? Oui, c'est un... On a plus l'impression que c'était un combat qui se situe au niveau des femmes et que les... C'est un sujet, c'est une problématique qui est réelle, hein. On parle aujourd'hui de l'égalité professionnelle, hein. Donc voilà, on constate aussi qu'il y a une disparité salariale. Il y a toujours un écart de pourcentage, je crois que ça se résume entre 10 et 15% d'écart dans les salaires, hein, entre les hommes et les femmes. Donc il y a tout ça qu'il faut mettre en place. Et puis d'autres enjeux aussi concernant les femmes. Mais ça, c'est ce que Mme Tonia vient de dire est tout à fait exact. Moi, je voudrais enfin revenir sur l'implication de la jeunesse. Se pose la question pourquoi la jeunesse, notamment la jeunesse kanak, hein, a été fortement motrice, hein, de la dynamique de mobilisation qui a précédé ces élections, parce que c'est une jeunesse qui est aujourd'hui un petit peu on va dire en déshérence, hein. Pourquoi se sont-ils mobilisés? Mais parce que ils voient bien que les problématiques d'insertion professionnelle, les problématiques de formation sont toujours des sujets qui ne sont pas traités. Et la question de l'emploi local, par exemple. Aujourd'hui, la question de l'emploi local, c'est une question vraiment cruciale à reposer. Il faut que les institutions se saisissent de cette problématique. Quand on voit qu'on ne fait qu'enregistrer des constats de carence au niveau de la CPEL, hein, la Commission paritaire de l'emploi local, parce que voilà, les dispositifs de formation pour calibrer les postes
pour que les citoyens de ce pays puissent occuper ces postes. Est-ce que les employeurs ne jouent pas le jeu, justement les employeurs, ils ne jouent pas le jeu. Bon, on va dire, les règles sont pourtant là. Hein, donc, ils doivent déposer les offres d'emploi dans les services de formation, d'emploi et de formation. Voilà, il y a certains qui ne sont pas toujours réglo là-dessus. Mais ce que je veux dire par là, c'est que aujourd'hui, c'est la formation. C'est la formation au sens large du terme qui est interpellée à travers ce que je viens de dire. Et notamment, il faut peut-être mettre en place aujourd'hui une véritable politique de formation à l'échelle du pays. Et situer, calibrer les postes dont le pays a besoin. Pour justement arriver à terme à résorber cette question des inégalités. Puisque les jeunes Kanaks vivent ça en termes d'inégalités. Et ces inégalités, nous on le dit à chaque 1er mai qu'on fait, les inégalités continuent à persister. Les inégalités continuent à persister et ça, bien entendu, à terme, ça fera le lit des situations qui risquent de poser de sérieux problèmes dans notre pays. Avant Valérie Zaoui, le porte-parole du Sénat coutumier, Hippolyte Sinewami. Alors, comment vous accompagnez la jeunesse dans tous les problèmes qu'elle rencontre aujourd'hui au niveau du Sénat coutumier? Je pense qu'il y a une responsabilité qui est partagée. Je viens à ce que disait M. Paoui par rapport à la culture. Il y a aussi il y a une errance peut-être de la jeunesse, mais il y a les outils qui sont mis en place pour cette jeunesse. Et pour les accompagner, je veux dire, on revient toujours à la même chose. Ça revient d'abord chez les parents. Chez les parents qui sont pris par le travail, qui n'ont pas le temps d'élever les enfants, tout ça là. Et tout ça contribue aussi à l'errance des enfants. Mais après, au niveau de ces outils-là aussi, des formations, d'imprégner aussi par la culture, ça permet aussi l'éducation de l'enfant, mais surtout l'identification aussi de l'enfant aussi sur le plan quotidien, mais que ce soit par rapport à son identité, que ce soit par rapport à sa fonction aussi dans la société, sa place dans la société. Donc mais tous ces outils sont là. Donc il y a une part de responsabilité aux parents, mais il faut dire aux jeunes qu'on a confiance aussi. Ouais. On a confiance en eux, il ne faut pas à chaque fois les rabaisser quand ils causent des problèmes, tout ça là. Mais il faut aussi les féliciter quand ils font des bonnes choses. Donc voilà, il y a un tout dans tout ça. Excusez-moi, je voulais simplement dire André Forest. Voilà, hier j'ai suivi les commentaires de la campagne, des résultats des élections. Moi, il y a quelque chose qui m'a vraiment sidéré, c'est le fait d'avoir traité la jeunesse de délinquants. Il y a ce terme qui a été sorti hier, mais c'est vraiment, attention, ça fait mal. Hein. Moi, je sais que hier, dans les QG de campagne, il y a eu des jeunes qui suivaient attentivement les commentaires jusqu'au discours du président de la République. Il y a des jeunes du pays qui sont intéressés par l'avenir de leur pays. Et donc ça, ce terme de délinquant, je trouve que c'est dévalorisant et puis à la limite, c'est humiliant pour notre jeunesse. Alors il suffit qu'un ou deux fassent un petit peu des machins et puis ça y est, on généralise. Voilà les délinquants. Et on cite, bien entendu, on pointe du doigt ces jeunes. Les jeunes aujourd'hui, la jeunesse du pays, elle est, dans sa globalité, je dis, c'est pas uniquement, mais dire la jeunesse du pays, c'est un potentiel formidable. Hein. On dit toujours que la jeunesse, c'est le principal patrimoine d'un pays pour reconstruire son avenir. Ben voilà. Je pense que les mots aujourd'hui ont leur importance. On est dans une situation où, attention, il faut arrêter de stigmatiser cette partie de la population, notamment nos jeunes. Valérie Zaoui, vous êtes aussi présidente de l'association des femmes chefs d'entreprise. La jeunesse, vous leur faites confiance ? Oui, bien sûr. Déjà, on est maman, donc on a nous aussi affaire à notre jeunesse à la maison. Je voulais juste revenir quelques instants sur la commission paritaire à l'emploi local, parce que j'ai entendu des choses très justes sur la responsabilité partagée, mais je veux aussi dire qu'il ne faut pas être dans des postures, et que c'est souvent ce que je regrette dans cette commission que j'ai eu l'honneur de présider. Je dois dire qu'il faut quand même se poser les bonnes questions, se demander pourquoi un chef d'entreprise va parfois préférer faire appel à quelqu'un qui vient de l'extérieur, avec tous les risques, les frais, etc. que cela comporte. Pourquoi il ne cherche pas à embaucher
et sur le territoire. Alors déjà, on peut réaliser que sur des postes même peu qualifiés, on a ces problèmes d'embauche. Donc il ne s'agit pas forcément d'avoir des compétences très spécifiques. Et il y a quand même un problème qu'il faut bien mettre sur la table à un moment donné, c'est l'employabilité des populations. Et là, il y a un vrai travail à faire. Donc on a tous envie, bien sûr, de faire avancer ce pays, de le faire avancer avec sa jeunesse dans toute sa pluralité, mais il faut aussi prendre conscience des difficultés qu'on a, nous, chefs d'entreprise, à travailler avec notamment la jeunesse, mais pas que la jeunesse. Et qu'on a ce travail à faire tous ensemble. Encore une fois, on est tous sur le même bateau. Donc ça serait bien qu'à un moment donné, nos politiques de tous bords se mettent autour de la table, travaillent sur un projet commun qui nous remette tous à ramer dans le même sens. Ricardo Pouaoui, je m'adresse à vous puisque vous intervenez en milieu carcéral, vous vous occupez également de jeunes. Vous avez entendu tout ce qui s'est dit sur la justice. Est-ce que la jeunesse, les politiques ne font pas grand-chose en direction des jeunes? Qu'est-ce que vous avez comme retour de leur part, vous qui les côtoyez? J'ai travaillé 2 ans et demi au coin. Après, là, maintenant, j'ai passé la main à un autre gars. Mais personnellement, mon intervention là-bas, moi, quand j'ai été là-bas, j'étais avec de l'appréhension parce qu'on raconte beaucoup de choses sur le coin, ceci et cela. Là-bas, il faut savoir que quand vous arrivez là-bas, j'interviens avec des longues peines. On vous met dans une cage et vous avez 10 mecs avec vous et vous êtes tout seul. Avec lui, il n'y a plus de gardien. Donc là, vous avez des ciseaux à bois, des tronçonneuses, tout ça. Donc il faut négocier le truc. Et puis il faut savoir travailler. Au fait, je vous raconte vite une petite anecdote. Quand je suis à travailler avec eux, j'avais tellement d'appréhension que je travaillais le dos au mur et eux en face. Et au fur et à mesure que les mois y passaient, j'étais arrivé au milieu de l'atelier, je travaillais avec eux. Puis un jour, il y a un petit mec qui m'a dit comme ça, « Ça y est, t'as plus peur hein ?» J'ai dit « Oui, c'est vrai, j'ai plus peur. » Voilà, au fin de compte, c'est des bons mecs. Mais le truc, c'est que c'est des circonstances qui les ont amenés à ça. Voilà, comme nous disait le porte-parole du Sénat coutumier, c'est... À un moment, il ne faut pas accuser les politiques ou la société aussi. C'est la cellule familiale. Puis s'il n'y a pas la cellule familiale, ben voilà, c'est là que nous, parce que moi je me pose aussi comme un coutumier aussi, c'est là que nous on doit parler à nos petits frères. C'est difficile, hein. C'est pas facile. Des fois il faut sortir de sa zone de confort pour faire évoluer les choses. Et pour rejoindre ce que disait Madame Lazaoui, il faut que maintenant, voilà, nos politiques ils nous amènent nos solutions. Parce que là on a quelque chose à construire. On a la caillasse, le sable, on a le ciment, mais il faut l'eau là maintenant. Et l'eau, c'est tout le monde qui va porter cette eau-là. Voilà. Alors, sur la réflexion sur cette jeunesse, vous le disiez tous, vous interpellez les politiques, mais quelle serait selon vous votre contribution à justement cette problématique de la jeunesse? Qu'est-ce que vous pourriez suggérer à nos politiques? Sonia Tonia, même si vous vous préoccupez davantage de la condition des femmes. On s'occupe aussi des filles. Hein. On s'occupe aussi des filles. Donc, bien sûr que dans le... Non, je voulais juste revenir sur l'enjeu de ce scrutin. Là, on a donc les institutions qui développent des politiques publiques. Mais le fondement du projet social, c'est quoi? C'est quoi? C'est l'égalité entre tous. Les communautés, etc. Mais cette égalité, elle s'organise autour de quoi? Elle s'organise autour du droit. Du droit et enfin, le tronc commun, c'est les droits humains. Et c'est ça qu'il faut travailler dessus. Pour justement arrêter de faire peur aux uns et aux autres. L'autre vient, dit ça, faire peur, pourquoi? Mais l'enjeu, c'est ça. Et ce qu'il faut maintenant passer à la deuxième étape, puisque c'est l'objet de cette émission-là, c'est de remettre donc tout le monde autour d'une table et de redéfinir ce projet-là. Pour nous, en ce qui concerne les femmes, on a déjà dit ce qu'on voulait dire. C'est que le meilleur projet pour nous, c'est l'intégration des droits des femmes à tous les niveaux. L'intégration des femmes dans tous les mécanismes. Encourager l'entrepreneuriat, remettre les femmes dans les décisions à tous les niveaux. Mais pour ça, donc, il ne suffit pas de dire que le prochain pays, il va ratifier la Convention internationale pour l'élimination de toute forme de discrimination et de violence envers les femmes. Ce que j'attends, moi, c'est quel outil, quel mécanisme on met en place pour se dire que oui, on adhère et on met en pratique tous ces droits fondamentaux là. Alors, on a déjà déclaré à plusieurs reprises sur la presse que les politiques, les responsables politiques, au lendemain de 2018, ils ont commencé un travail. Mais il faut le poursuivre. Il faut s'engager un peu plus. Il faut associer un peu plus la société civile pour faire justement donc naître
ce contrat social qui va penser notre pays de demain. Le droit autochtone, il fait partie intégrante de ce tronc-là. On n'y échappera pas. Et c'est pas la peine de se mettre des œillères devant pour dire que non, ça ne marche plus en plus. Vous abordez déjà la deuxième partie de cette émission. Non, mais ça ne marche plus en plus. Je voulais juste... Non, mais je voulais rentrer dans le vif du sujet parce que... C'est à la deuxième partie. Alors, il y a plusieurs doigts qui se lèvent. Le premier, André Forest pour l'USTK, président de l'USTK. Oui, c'est vraiment un sujet essentiel pour l'avenir du pays. Quand on sait que chaque année, on a 700 jeunes qui sortent, qui sont décrochés, qui décrochent du système scolaire et qui sont versés comme ça dans la rue, pour ainsi dire. Et donc, sans avenir, sans projet. Donc, ça, c'est un peu le couvercle qui risque de nous exploser à la figure. Si tous les ans, on doit verser 700 jeunes et puis qu'il n'y a pas d'accompagnement derrière en termes de formation pour leur trouver des débouchés, ça va poser un sérieux problème. Moi, je voulais également rebondir sur pas sur le sujet même, mais pour dire un peu les projets que le pays porte aujourd'hui. Pour justement les questions d'emploi, les questions d'entrepreneuriat au niveau du pays. C'est le projet de l'usine du Sud, là. C'est le projet de l'usine du Sud. Parce qu'il va falloir qu'on en parle de ce projet de l'usine du Sud. Et c'est vraiment, on a appris ça, moi j'ai appris ça il y a 2 semaines, que la province Sud avait retenu 5 entreprises, 5 entreprises pour concourir dans les 6 mois qui restent là, puisque le délai a été prolongé, pour suppléer Valais-Agoro. Et dans ces 5 entreprises ne figure pas l'entreprise du pays, la Sofinor, associée à un partenariat avec Korea Zinc. Donc voilà, ça c'est... Mais je veux dire, ça aussi, ce sont des décisions qui irritent la jeunesse du pays. La jeunesse du pays veut s'approprier leur destin demain avec des entreprises du pays. Donc voilà, comme par hasard, le partenariat Korea Zinc Sofinor a été écarté et on a sorti du chapeau 5 sociétés, je ne sais même pas c'est lesquelles. Il y a déjà une qui avait été sortie du chapeau, là, comment elle s'appelle, qui a préféré jeter l'éponge. C'est pour dire que voilà, on fait tout aujourd'hui pour embêter les sociétés du pays qui ont un intérêt au pays. Les multinationales qui ont un intérêt au pays. Contrairement à des multinationales qui aujourd'hui, dès demain, regardez la preuve, Valais s'en va. Valais s'en va, donc en laissant le site d'Egoro dans un état environnemental qui laisse être apprécié, à être évalué. Mais en tout cas, voilà, moi je voulais faire aussi cet aparté pour dire il faut faire confiance aux gens du pays, aux sociétés du pays. Parce que c'est ça, c'est l'avenir du pays, ça passe aussi par ça. Voilà, vous avez lié la problématique de la jeunesse à ce rachat de Valais NC. Valérie Zaoui, vous souhaitez intervenir et après on se tournera vers... Je voulais revenir à la réflexion sur les femmes parce qu'effectivement... étant dans l'association des femmes chefs d'entreprise, c'est une problématique que je connais bien. Mais je pense que la première étape, c'est l'emploi pour les femmes. Parce que sans travail, pour celles qui veulent travailler en tout cas, on n'y arrivera pas. Donc s'assurer qu'il y a un avenir économique serein pour tous et pour toutes, ça me semble être la première étape. Tout à l'heure, je parlais de remettre les politiques autour de la table. C'était quand même un constat assez positif hier de les voir dialoguer tous ensemble et de trouver, de les avoir tous d'accord pour retravailler rapidement ensemble. Je pense qu'il est important de se remettre autour de la table du comité des signataires et de refaire revenir le monde économique autour de cette table. On ne peut pas être exclu des discussions. On est un acteur majeur de ce qui se passera demain. Et sans le monde économique, il n'y a pas d'avenir dans ce pays. Donc on est vraiment intimement liés, là encore, les uns aux autres. On n'existe pas les uns sans les autres. Donc il faut vraiment que ce message il soit clair. Et aussi pour la jeunesse. La jeunesse, j'ai le sentiment qu'on leur a longtemps fait miroiter des miroirs aux alouettes. Ça n'arrivera pas. Il y a des choses qui n'arriveront pas. Le fait de dire le travail va se régler comme ça, ce qui est à l'autre sera à vous demain, etc. Ça n'est pas possible. On doit tous travailler ensemble pour qu'encore une fois, on soit sur ce bateau et qu'on avance ensemble. Donc ce comité des signataires, il doit être là rapidement. Il faut aussi être très clair sur les messages qui sont donnés. On ne peut pas avoir un message soi-disant apaisé où on prône le vivre ensemble et à côté de ça, 3-4 jours avant un référendum, mettre sur la table un projet de loi, je pense au projet de loi sur le foncier, qui est complètement contre-productif de mon avis, parce que là encore, qu'est-ce qui risque de se passer demain ? Les gens vont quitter le territoire, donc il y aura un problème au niveau de l'emploi, et même si le prix des appartements, des logements baisse de 20-30%, si les gens n'ont pas d'emploi, ils n'auront pas de financement auprès des banques.
Ils n'accéderont pas plus au logement. Donc là encore, on est dans une démarche très contre-productive. À quoi ça sert de mettre sur la table ce genre de mesures? C'est monter les uns contre les autres, c'est créer la peur. Donc là, c'est une responsabilité importante. On ne peut pas continuer à travailler comme ça. Alors le prochaine étape justement de discussion, de négociation entre les politiques va certainement pas prendre justement ou bien va se faire au travers d'un comité des signataires. À vous entendre tous, on a plus l'impression qu'au sortir de ce deuxième référendum, rien n'est réglé. Chacun campe sur ses positions. Comment fait-on? C'est la question qu'on se pose en deuxième partie d'émission. Je vous pose la question, Hippolyte Sinewabi, porte-parole du Sénat coutumier. Avant de répondre à la question, je voudrais quand même revenir au niveau des jeunes, tout ça, là, par rapport à l'emploi. C'est quand même malheureux qu'il y ait des jeunes qui aient des diplômes, qui reviennent pour travailler ici, puis on leur demande de l'expérience. Comment on peut leur... c'est une manque de confiance, en fait, envers les jeunes. Donc c'est les laisser sur le bord de la route. Oui, à la confiance, on l'a entendu. Oui, non, mais je veux dire, c'est les laisser sur le bord de la route. Partout dans le monde, on demande de l'expérience, quoi. C'est un peu compliqué sans expérience. On ne peut pas envoyer des jeunes faire des années d'études, au bout de 10 ans, 15 ans d'études, et puis après ils reviennent, et puis on leur dit que faut avoir de l'expérience. Je veux dire, à un moment donné, il faut leur donner la chance aussi. Il faut leur donner de la chance, et puis leur chance, et puis il faut, c'est comme ça qu'on peut leur faire confiance, en tout cas. Moi, c'est sur ce principe-là, parce que ce sont des actes. Ce sont des actes concrets, ça, qu'il va falloir mettre en place aussi. Mais après, au niveau de la jeunesse, là, il y a beaucoup qui ne se retrouvent pas aussi dans l'enseignement. Il y a beaucoup qui décrochent de l'école, parce que ça ne les correspond pas, parce qu'eux, ils ne veulent pas partir d'ici, parce qu'ils veulent rester ici. Et puis en plus de ça, ils ne sont pas des délinquants. Quand ils sont à la tribu, ils ont leur place à la tribu. Ils font les travaux coutumiers, dans les mariages, tout ça, là, c'est eux qui vont aller chercher les bois, c'est eux qui vont aider les vieux, tout ça au champ, c'est eux qui vont... Et tout ça, on ne le dit pas, ça. Et tout ça, ça concerne quoi? Tout ça, ça concerne la culture. C'est la façon de vivre, en fait. La culture, ça appartient à tout le monde. Tout le monde a une culture, mais c'est la façon de vivre. C'est la façon dont nous vivons, nous, aujourd'hui. On vit à l'excès. On vit à l'excès. Et pourquoi on vit à l'excès? Parce qu'il y a toujours ces pouvoirs en place, ces États en place qui appellent à la compétition. Mais c'est de la compétition qu'on est en train de vivre. Alors qu'on n'a pas besoin de cette compétition, on a juste besoin de vivre mieux. De vivre mieux. Et c'est ça l'essentiel, en fait. C'est ça le message des coutumiers. Parce qu'on a quand même une terre, on a quand même un champ, on a de quoi vivre localement. Et puis ce que je ne trouve pas normal aussi, c'est la cherté de la vie. La cherté de la vie, on constate que les produits locaux ils sont plus chers que les produits importés. C'est pas possible, ça. Comment on peut vivre comme ça? Donc voilà, mais tout ça, c'est... Bon, après, pour revenir à la question, c'est... Oui. Voilà, c'est la question qui vous était posée. J'ai bien compris, vous avez mis sur la table cette problématique de la jeunesse. On est tous conscients aussi que là, il faut trouver des solutions. Vous le disiez vous-même. Quelle pourrait être la contribution du Sénat coutumier pour régler, pas pour régler, mais en tout cas, avancer la discussion, la réflexion sur une meilleure reconnaissance de cette jeunesse? En fait, c'est simple. Et qu'on soit à leur écoute. Qu'on soit à leur écoute, déjà, on a un travail, nous, à faire au niveau de la réappropriation, en fait, de la culture. Parce qu'avec les deux cultures, là, la modernité et puis les cultures ancestraux, donc là, c'est concrètement, un souci, quand en fait. vous dites une réappropriation de la culture, qu'est-ce que c'est? C'est de mettre en place les congrès de la jeunesse, c'est de remettre en place tout ça, parce que, encore une fois, financièrement, on n'est pas autonome. À chaque fois qu'on veut mettre en place des choses, il faut qu'on demande l'autorisation au gouvernement. Donc c'est tout ça en fait qui est freinant pour nous. Mais au niveau des congrès de la jeunesse, ça fait rapprocher déjà les jeunes, quelle que soit leur identité, quelle que soit leur appartenance culturelle, tout ça. Et tout ça, ça favorise un échange entre eux. Et pour dire encore une fois, parce que je le répète, c'est que c'est les enfants en fait qui vont nous apprendre à construire l'avenir de demain. C'est pas eux. C'est pas déjà dans les établissements, ils se côtoient, ils s'échangent ensemble, tout ça là. Mais déjà l'avenir, elle est là déjà. Mais en fait, c'est qui met un frein à tout ça? C'est nous. C'est l'homme, c'est l'humain qui met un frein à tout ça.
Je veux dire, nous, on est responsable de ce qui nous arrive aujourd'hui. Peut-être les vieux, ils avaient une revendication à l'époque. Maintenant, on a une autre revendication avec l'ensemble de la population. Et tout ça, entre les deux, là, il y a les enfants qui sont nés, ils sont nés avec deux cultures, qui ne se retrouvent pas en fait dans la société d'aujourd'hui. Mais après, c'est l'humain avant tout, hein, le responsable. Donc nous, on a notre part de responsabilité, encore une fois. Ricardo Pouaoui, la question aussi, que fait-on après ce deuxième référendum? Rien n'est réglé. Moi, je fais partie aussi du syndicat. Nous, les artistes, à chaque fois qu'il y a un problème quelque part, on tire l'argent de la culture. Donc là, j'ai profité que je suis à côté de Mme Valérie Zaoui, je dis, sponsor du syndicat, t'as un peu de pièces. Parce que voilà, moi je parle toujours du jour d'après. Là, la semaine, demain matin, nous on part avec les enfants, on va travailler au centre Chibaou. Fini ça, la première semaine de vacances, on est à ND avec 150 jeunes. Les enfants qui vont être des relais dans les collèges. Ça, c'est au niveau de l'ADEC. L'année d'après, la semaine d'après, la deuxième semaine, on part à Nengoné là-bas. On travaille là-bas à Nengoné pour aller fabriquer les flûtes avec les gens. Ça, je dis merci aussi au conseil coutumier de Nengoné de nous avoir invités. Et voilà, le travail il continue, il faut être sur le terrain, labourer la terre, planter, et puis c'est comme ça qu'on va récolter. Alors, quand on sait que les artistes ont été durement touchés par la crise sanitaire, ce n'est pas les seuls d'ailleurs, où en est votre situation par rapport à cela? Puisque le syndicat aussi... Depuis le Covid, moi je vais vous dire, je parle de Ricardo Pouaoui, j'ai 2 filles, une femme, j'étais en apnée là, pendant tout ce temps-là qu'on n'avait pas de travail. On était laissés voilà, comme ça, à l'abandon. Abandonné. Et heureusement qu'il y a la case des artistes, cet outil là qui a été mis en place pour nous cadrer pour nous déjà. Moi je sais que je dois beaucoup à la case des artistes, je m'a dit Madame Dewegorede, Joanito Wamitan, tous ces gens là qui travaillent, que ça fait qu'on est là maintenant. Mais voilà, quand le soleil brille, tout le monde nous appelle maintenant, tu vois. On est bouffé à toutes les sauces. Mais c'est pour ça que moi maintenant là, j'ai plus de pitié sur mes devis. Quand je fais mes devis, je fais en conséquence. S'ils veulent, je viens. S'ils veulent pas, je viens pas. Mais c'est fini de se brader. Parce que le Covid, il m'a appris ça, que tout le monde est autour de toi, mais quand c'est game over, c'est game over. Là, il faut aller retravailler la terre, planter, tout, manger, comme ça. C'est des merdes, système D. Et le syndicat est là aussi pour ça. Le syndicat, il est là, il donne la main. Là, on est au début, on est en train de se fédérer, on est en train de se chercher. C'est un réseau qu'on est en train de mettre en place, mais c'est un réseau qui va être au service du pays, au service de cette jeunesse-là, que M. Simonémi est en train de parler, que tout le monde autour de la table est en train de parler. Parce que nous, notre temps, il est bientôt fini. Moi, je pars d'ici, là, je vais à la dialyse après. Notre nom il est bientôt fini, c'est les autres qui vont reprendre. Ben voilà, il faut savoir passer le relais. Valérie Zaoui. Je voulais revenir sur la discussion qu'on avait sur la jeunesse, et notamment la jeunesse diplômée. Ça me semble intéressant d'inciter les jeunes aussi à aller dans le secteur privé, parce que souvent ils arrivent en Calédonie avec l'envie de retravailler dans le public. Et voilà, le public, à un moment donné, on a saturation, on ne peut plus non plus faire grossir les rangs comme ça, et le privé offre de très belles opportunités, donc il faut les encourager. Nous, on se déplace régulièrement dans les écoles, dans les lycées, dans les facultés, pour parler à la jeunesse et leur expliquer ce que c'est que l'entrepreneuriat, que c'est pas forcément qu'une question de moyens, qu'une question de diplôme, c'est beaucoup une question d'envie, et je pense que la solution pour la jeunesse, elle passe aussi par là. Il faut leur montrer des exemples de jeunes, de toute culture, de toute ethnie, qui réussissent. Peut-être au niveau justement de l'éducation, faire en sorte que ces futurs chefs d'entreprise, on peut dire ça comme ça, aient cet état d'esprit d'entrepreneuriat, ce qui n'est pas le cas. On se déplace dans les BTS régulièrement, on va voir les jeunes et on leur parle de nos parcours. On n'est pas tous sortis avec une petite cuillère en or dans la bouche, donc on s'est battu pour avoir ce qu'on a. Et je pense que ça se transmet, et quand on le montre aux jeunes, ça peut leur donner envie, en tout cas leur faire penser que c'est possible, que c'est pas simplement pour une certaine catégorie de la population. Autour de moi, dans l'association, j'ai des femmes de tous secteurs, j'ai aussi des femmes mélanésiennes qui sont de formidables exemples de réussite, et c'est ça qu'il faut montrer. Il faut arrêter de toujours se focaliser effectivement sur ceux qu'on appelle les délinquants ou sur les problèmes. On a plein d'exemples très positifs devant nous, et c'est ceux-là qui doivent nous guider et montrer l'exemple. Peut-être envisager un partenariat avec on est tout à fait ouvert. Des femmes chefs d'entreprise. On est ouvert. On est ouvert, on a aussi la place de la femme dans les institutions pécuniaires, donc on est ouvert en tout cas à l'émancipation. L'émancipation de tout le monde, du pays en tout cas.
Ce qu'il faut maintenant, c'est que les politiques arrivent à nous trouver un consensus, un projet commun qui permette à tous de sortir là de manière honorable. On a besoin que tout le monde sorte de ces années la tête haute, que personne ne se sente rejeté, que personne ne se sente trahi pour continuer à travailler et avancer ensemble. Donc c'est à la fois effectivement des craintes que j'ai pu exprimer, mais c'est aussi beaucoup d'espoir parce que je pense qu'on a beaucoup de gens très responsables autour des tables, notamment celle-ci, qu'on a l'habitude de travailler ensemble. Je parle notamment de la relation qu'on peut avoir avec nos amis syndicalistes des syndicats de salariés, parce qu'on travaille très souvent ensemble et de manière très intelligente. On a travaillé sur des projets comme le FIAF, qui est un très bel outil pour la formation de nos salariés. C'est un outil commun sur lequel on travaille ensemble. Donc la société civile a vraiment des réponses à apporter et il faut nous écouter, il faut nous permettre ces temps d'échange pour qu'on avance tous ensemble. Alors comment les politiques pourraient justement se porter, en tout cas être à l'écoute de la société civile, puisque vous en êtes quelques-uns des représentants? Moi, je voulais André, répondre directement à votre question. Forest, oui, avant de répondre directement. Oui, moi, je voulais souligner un petit peu, revenir un petit peu sur le prolongement de ce que disait le grand chef, Hippolyte Sinouami. Donc, je vais revenir sur les inégalités sociales. Donc, on ne cesse de répéter que les inégalités sociales continuent à progresser. Et pourtant, je veux dire, et aucune réflexion de fond n'est faite sur la question des salaires, par exemple. Ben, écoutez, pas plus tard qu'il y a 2 semaines, on a fait une rencontre avec le MEDEF, donc avec le nouveau président, notamment Samuel Népeoun, et on a questionné le MEDEF sur la question des salaires. Par exemple, la convergence du SMIG, du SMG, salaire minimum, avec le SMAG, le salaire des agriculteurs, qui sont beaucoup concernés. Donc il y a quand même une différence de 26 à 27 000 francs d'écart entre les deux salaires. Donc voilà. Bon, c'est vrai qu'il y a un débat qui tourne autour du périmètre où les entreprises des espaces verts sont concernées. Donc, mais ça c'est un débat pour sélectionner les entreprises qui ont droit. Mais la question de la dignité, c'est ça qui est au centre. La question des salaires. Donc il va falloir s'y pencher sérieusement. Mais on peut difficilement parler d'un maintien de la vie chère. Je peux terminer. Voilà, André Forest. Je vais dire aussi, c'est que la Calédonie est un pays riche. Je pense qu'il va falloir envisager un moment, je sais pas, qu'on appelle ça des assises, un colloque, etc. Mais sur la question des salaires dans ce pays. Quand on voit déjà les différences de salaire entre la fonction publique et le secteur privé, je serais tenté de dire... on peut être d'accord, des colloques ou des assises, quelle que soit la thématique, mais pour arriver à quoi de tout ça, donc, quel est l'objectif la question visé? de l'indexation ou des indexations, etc. Mais en tout cas, il y a une chose, une évidence qui s'impose aujourd'hui, c'est la richesse au pays. On a un produit intérieur brut, donc la richesse qui est produite, donc un peu plus de 1000 milliards CFP. Après, comment cette richesse, je veux dire, l'aspect redistributif de cette richesse, comment elle est redistribuée? Je veux dire, dans la fameuse théorie on appelle ça le ruissellement, donc ben voilà, donc on se sert, les premiers qui sont servis, voilà, c'est eux qui empochent les pourcentages les plus intéressants. Et puis après, le petit ruissellement, c'est en bas, c'est les salaires. Donc voilà, il va falloir peut-être revoir ça. Comment, bon, bien sûr, les actionnaires sont toujours les mieux servis. Il y a l'investissement de l'entreprise, c'est normal, c'est normal. Il faut qu'il y ait une part du produit, de la richesse qui soit redistribuée dans l'entreprise pour consolider l'entreprise et lui permettre de développer son activité. Ça, c'est normal. Mais la question des salaires en bas, parce que voilà, on a des 0,4% d'augmentation. Voilà, c'est dérisoire, quoi. C'est dérisoire. Pour la fiche de paye de quelqu'un qui habite Caméré ou quelqu'un qui habite à Cité-Pierre-Lanquette ou Rivière-Salée, ça n'a aucun sens. Et en plus, vous parlez de la cherté de vie. Donc voilà, tout ça s'agrège autour de cette question salariale et ne répond pas du tout aux aspirations des travailleurs. C'est ça aussi qui fait qu'aujourd'hui, nous avons un pays qui est très divisé. On a un pays qui est très divisé. On a cette fracture géographique qui épouse également la fracture ethnique et on est dans un bipolarisme qui devient de plus en plus accentué au niveau du pays. Alors, et ça, on n'en veut pas. Ça, on n'en veut pas. On a envie d'avoir une société apaisée. On paie avec son histoire et puis qui évolue vers la souveraineté au niveau de ce pays. Après, c'est un débat politique. Mais nous, c'est comme ça qu'on voit les choses. Alors, on a tous compris ici que vous aviez chacun à votre niveau des préoccupations dans tous les secteurs de la société calédonienne. Vous faites des constats. Comment faire pour que ces choses, en tout cas ces constats que vous faites, aboutissent
à des changements dans notre société. Ce sont les décideurs, les politiques en l'occurrence, qui vont pouvoir changer la donne, chacun à votre niveau. Comment faire pour que cela change? On commence par vous, Hippolyte Sinewami, le porte-parole du Sénat coutumier. Comment faire pour que cela change? Oui. Donc on s'adresse à la bonne personne. C'est ça aussi. Déjà, je ne sais pas trop quoi répondre parce que, je veux dire, tous les outils ils sont là, ils ont été mis en place. Pour changer, déjà, il faut changer notre façon de vivre, je dirais, parce que on vit à l'excès, en fait. On vit à l'excès, on vit au-dessus de nos moyens. Et pourtant, nos richesses sont là. Nos richesses sont là et puis nos richesses pas. Alors, vous vous adressez aux décideurs de ce pays? Bien sûr. Bien sûr, c'est eux qui décident pour nous. Et je veux dire, pour la question du référendum, là, je dirais que l'avenir ne me fait pas peur. Mais ce sont les hommes ou les femmes qui vont tenir les rênes là-haut. C'est eux, en fait, qui me font peur, en fait. Pourquoi vous font-ils peur? Parce que c'est eux qui vont décider de tout demain. Qui vont décider de la politique à mener demain sur le territoire. Et puis qui vont décider, même s'il y a une consultation, qui vont décider de notre avenir. Mais après, pour revenir à cette consultation, au niveau du Sénat coutumier, on a toujours prôné, nous, le consentement préalable, libre et éclairé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les acteurs du pays doivent être consultés, tous les acteurs, jusqu'à la jeunesse, pour n'importe quel projet de loi ou de texte sur le pays. Il y a un pays qui fonctionne à peu près comme ça, là, c'est un pays nordique, hein, qui consulte les citoyens pour les projets de loi, tout ça. Donc selon l'accord de Nouméa, le Sénat coutumier est consulté sur les questions touchant à l'identité kanak. Donc sur ça... Vous voulez aller au-delà de sur ça, l'évolution, en fait, sur ça, l'évolution, il y a une grande avancée sur cette identité kanak, on va dire, où on est cadré, en fait. Ça a été cadré, ça a été mis en place pour cadrer, en fait, les vues sur l'identité kanak. Mais je veux dire, tout ce qui est projet économique touche à la terre. Donc la terre, c'est la terre du peuple premier. Donc pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, là, sur les revendications foncières, je veux dire, la revendication foncière, elle est légitime dans tout ça. Ce sont des revendications de réappropriation, en fait, de l'endroit. Mais par rapport à cette revendication, l'État français doit faire quand même un geste de pardon. Elle doit demander pardon à ce qu'elle a fait. Ce n'est pas avec le retour de l'acte de la prise de possession qu'on va effacer tout ça, non. C'est surtout un acte de pardon, et puis se dire, on va prendre toute la société calédonienne, et puis on va avancer avec toute la société calédonienne. Mais l'effort qu'a fait aussi au niveau des... je ne prends pas partie des indépendantistes, mais l'évolution elle a été faite comme ça, avec l'acceptation des victimes de l'histoire, avec les gens qui sont venus pour chercher du travail et qui habitent, qui sont mariés avec des filles, avec des garçons de chez nous, tout ça là. Donc tout ça, on a pris tout ça en compte. On a pris tout ça en compte au niveau du Sénat coutumier par rapport à la revendication foncière. C'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut pas avoir peur, en fait, de demain. Parce que demain, on sait le faire, on aura des conventions à passer sur les projets en terre coutumière. Mais tout ça, il ne faut pas avoir peur de tout ça. Donc c'est encore une fois, on amène aussi une politique aussi de la peur dans tout ça, pour nous cantonner, en fait, à nous dire, le référendum, en fait, c'est les Kanaks contre les autres. Mais c'est pas ça la question, en fait. C'est pas ça la question. Donc nous, on prend tout le monde en compte et puis il faut qu'on avance ensemble. On revient sur de remettre tous nos politiciens là sur la table et puis faites sortir un projet de société qui est viable pour nous tous, quoi. Quel est le message que vous voulez transmettre, Sonia Tonia, présidente de l'Union des femmes francophones, à nos décideurs politiques? Sur mon tronc, là, avec les droits humains au centre du projet, avec des normes. Parce que je pense qu'il y a un déficit de définition de normes. Donc on a vu tout à l'heure le Sénat coutumier qui déclare qu'on vit à l'excès.
Madame qui dit il y a le sentiment de peur, le fric part, les gens aussi. Mais il faut donc remettre ça à plat, et puis que réellement, ceux qui ont un réel intérêt pour l'avenir de ce pays s'engagent. Parce que ça fait 30 ans que chacun se fait peur à l'autre. C'est le message que vous voulez transmettre à nos décideurs. Oui, définitivement oui. Et bien sûr, écouter la société civile. Parce que ça fait un moment qu'on leur dit des choses, mais si on n'est pas dans la rue, on est sur la presse, mais à quel moment on leur parle en face à face? Ricardo Pouaoui. Moi, je vais revenir toujours à notre problème d'argent. Voilà. Parce qu'on nous demande de faire un travail, les fondamentaux de la culture kanak, qu'on doit intégrer dans les écoles. C'est une commune institutionnelle. Donc, il faut avoir les moyens de les mettre en place. Parce qu'il faut savoir que ça, là, ça participe au vivre ensemble. Parce qu'on fait découvrir toutes les ethnies, notre culture. Et puis voilà, c'est comme ça que les choses se passent. Donc, quoi qu'il en soit, nous, on retourne sur le terrain, on travaille. Mais voilà, à un moment, les politiques, il faudra qu'ils nous consultent aussi. Puis ils viennent nous voir, ils rencontrent nos responsables. Parce que moi, je suis là, je suis le poisson qui a été chopé dans le filet pour venir parler, nous autres, ils travaillaient. Mais il faut dire, voilà, il faut rencontrer les bonnes personnes. Et puis il y a des idées, il y a un vivier qui est là, un vivier d'idées, qui sont prêts à partager et travailler. Non, pour moi, je reste confiant. Et puis je vois que le soleil se lève, là, c'est bon pour nous. André Forest de l'USTKE, le président de l'USTKE. On peut aborder tous les aspects des problématiques qui se posent au niveau de notre pays, hein, sur la jeunesse, sur la formation, sur pas mal de choses. Moi, ce que je voulais souligner, c'est que la solution qui va amener la stabilité dans ces pays, moi, je suis libre d'en parler, puisque l'USTKE est un syndicat engagé pour l'indépendance de ce pays. Donc je suis tout à fait dans mon périmètre d'intervention. Je veux dire, c'est la stabilité politique pour pouvoir résoudre, et puis avoir, justement, tout à l'heure, le grand chef parlait de confiance. Je veux dire, il faut avoir confiance. Hein. Je veux dire, il y a quelqu'un qui a dit à la télé, je ne sais plus qui, les Kanaks n'abdiqueront jamais sur leur droit à la souveraineté. Donc voilà, c'est peut-être prendre en compte cet aspect des choses et dire que voilà, la question politique, c'est la question centrale, après, on viendra agréger toutes les politiques publiques qui vont avec, parce qu'il faut un État, je veux dire, un pays a besoin de tous ces aspects qu'on vient de partager pour faire vivre le pays. Mais je veux dire, on voit bien, ça fait combien de statuts que le pays traverse. On va encore, voilà. Donc moi je ne dis pas ça pour stigmatiser ou envenimer les choses. Mais je veux dire, à un moment donné, le constat s'impose. Le constat s'impose à tous pour dire qu'il va falloir trouver une solution politique. Parce que c'est la solution qui va amener, qui va être durable pour l'économie. On parle d'économie. Bien sûr qu'on a besoin d'économie dans un pays indépendant. On a besoin de formation, on a besoin des jeunes, on a besoin de ceci, cela. Mais je veux dire, à un moment donné, il faut qu'on se fixe, je veux dire, une fois pour toutes, un cadre vers lequel on évolue, un cadre partagé, pour qu'on puisse faire évoluer sereinement la vie sociale, la vie économique, la vie culturelle dans ce pays. Et on invite tout le monde à le partager. Je pense que de la part des Kanaks, il n'y a pas, je veux dire, il n'y a jamais eu d'ostracisme ou de quelconque rejet de qui que ce soit dans ce pays. Les Kanaks ont toujours voulu partager ce droit à l'émancipation. Je veux dire, la question de Nainville-les-Roches sur le concept des victimes de l'histoire, je veux dire, c'est ça. Je ne sais pas si les gens se mesurent à cet instant même, même si le député Jacques Lafleur n'a pas signé à l'époque ce texte, mais l'engagement des Kanaks. Le Nainville-les-Roches, les Kanaks ont offert un pays aux victimes de l'histoire. C'est ça qui est important. Les Kanaks ont offert un pays, bien sûr, et après, il y a eu multiples avantages qui ont été cédés. Accord de Matignon, accord de Nouméa, les différents comités de signataires. Donc, on ne peut pas nous refuser on ne peut pas nous opposer cette chose de dire, voilà, vous voulez mettre ceci à la pauvre. Non, je crois qu'il faut, à un moment donné, il faut être factuel sur les choses qui sont là. Merci André Forest. Nous allons passer la parole à Valérie Zaoui. Quel est le message à transmettre à nos décideurs politiques?
Déjà plusieurs deuxième choses par rapport vice-présidente aux du discussions MEDEF. qu'on vient d'avoir. Quand on parle des problèmes de salaire, évidemment, on ne peut que constater que les salaires sont peut-être pas au niveau des espérances des salariés, mais il faut voir la chose dans sa globalité. Quel est le taux de charge que les entreprises ont à supporter? Quel est l'absentéisme que les entreprises ont à supporter? Quel est le coût réel du travail en Nouvelle-Calédonie? Pourquoi l'employeur est le premier payeur en cas de maladie? C'est tous ces aspects-là qu'il faudra un jour avoir le courage de mettre sur la table avec les syndicats de salariés et avec les politiques. Il faudra bien qu'ils aient le courage de mettre tout ça sur la table si on veut que ça change. Concernant le foncier, ça semble quand même difficile, même si vous êtes très rassurant et je vous en remercie, mais quand vous dites à des gens qui sont propriétaires ici, en fait vous ne pourrez plus vendre vos biens comme vous le souhaitez, mais simplement à une certaine catégorie de personnes, forcément vous créez la peur que vous le souhaitiez ou non. Donc ça, il faut quand même se rendre compte des messages qui sont donnés, comment on le perçoit. Je pense qu'on arrive à un moment où il faut qu'on arrive chacun à notre tour à se mettre à la place de l'autre. Vous, à notre place, qu'est-ce que vous ressentez? Et moi, à votre place, qu'est-ce que je pourrais ressentir? C'est important qu'on arrive à vivre ces moments-là. Je demanderai aux chefs d'entreprise de rester positif, continuer à s'adapter comme on sait très bien le faire et comme on le fait depuis toujours. Et enfin, je demanderai à nos politiques de nous offrir un programme qui soit commun, visible, avec une bonne visibilité, surtout qui soit inclusif. Et quand je parle d'inclusif, c'est aussi bien au niveau de la population la plus éloignée de l'emploi et qui est en grande difficulté, mais aussi au niveau des 40 000 personnes qui sont exclues à ce jour. Donc ce programme d'inclusivité, il doit comprendre tout le monde parce qu'il s'agit là des forces vives du pays, que ce soit la jeunesse, que ce soit ces personnes qui participent activement à l'économie de la Calédonie. Il ne faut laisser personne sur le bord de la route. Donc voilà, je pense que la société civile est prête à entendre un certain nombre de messages, à nos politiques de travailler ensemble et de faire avancer les choses. Une dernière question avant de refermer cette émission. Selon l'accord de Nouméa, un troisième référendum est prévu en cas de nouvelle victoire du Non contre l'indépendance si un tiers des élus du Congrès, 18 élus, le demandent, avec un délai à respecter de 6 mois après la dernière consultation. Vous serez pour ce troisième référendum? Une réponse rapide pour chacun d'entre vous. On commence par vous, M. Sinewami. Une troisième consultation. Pour moi, ce serait dans l'évolution des choses. Il faut laisser couler le deuxième et puis ensuite arriver vers le troisième parce que c'est encore une fois une question de volonté partagée. C'est une question de mise en commun, en tout cas, de notre avenir. Donc on rappelle les deux blocs là à se concerter et puis et puis de ne pas nous oublier aussi dans la concertation. Donc c'est encore une fois le consentement préalable. André Forest. Oui, moi je dis qu'il faut laisser les dispositions prévues par l'organique, donc dans l'accord de Nouméa, faire son déroulé normal. On parlait tout à l'heure de trajectoire. L'accord de Nouméa, c'est un accord de décolonisation. Rapidement, s'il vous plaît. C'est un accord de décolonisation. Donc voilà, laissons les choses se faire. Aller au troisième référendum, pourquoi pas? Je pense que les Kanaks ont l'habitude de travailler sur du temps long. Voilà. Sonia Tonia, s'il vous plaît. Et donc, les choses devraient arriver à maturité. Et puis, voilà, les esprits seront... On laisse la parole à Sonia Tonia, s'il vous plaît, les esprits seront apaisés Forest. et les choses pourront bien se conclure. Voilà. On s'est déjà prononcé dessus. On est bien sûr qu'on est pour l'organisation du troisième référendum et puis pour le déroulement normal de ce qui a été décidé et encadré par l'accord de Nouméa. Ricardo Poaoui. Il faut respecter les paroles des vieux. Ils ont signé un accord, on ne revient pas sur la signature. S'il faut aller au troisième, on va aller au troisième. Et puis si les cagous ne chantent plus le lendemain, je vous paye une dernière promis. Valérie Zaoui, à vous. Nous pensons que le monde économique est en apnée depuis suffisamment longtemps, que ça serait bien que ça s'arrête et que si effectivement un projet commun pouvait être mis sur la table pour nous éviter ces 2 ans d'attente qui vont être plus que difficiles dans un contexte mondial qui, je rappelle, est complètement catastrophique, ce serait une bonne chose. Et je pense que si on s'en sort avec un 48-52 ou 49-50, tout le monde 51, tout le monde sera perdant de toute façon. Donc je pense que ça va nous amener vers des jours assez sombres si on en arrive à ces extrémités-là. Donc j'espère qu'on trouvera un consensus avant. Confiance. À mon intervention tout à l'heure. Je conclus cette émission. Merci mesdames et messieurs. Merci mesdames et messieurs d'avoir accepté cette invitation et d'avoir partagé avec nous votre ressenti au sortir de ce deuxième référendum. Merci de votre attention et merci à l'équipe technique et bonne journée sur la première. Merci. Question pays, au plus près du référendum.